tout ce qui devait être, tous les mauvais décrets du Dieudonné de l'époque, sans le nommer, Marchémo, tous ces mauvais décrets ont été non seulement annulés, mais se sont transformés en joie et en bienfait pour la d'Israël. Ça, c'est donc le mois d'Adar. Cette année, on a la chance d'avoir 2 mois d'Adar, ce qui fait également 30 jours, 30 multiplié par 2, ça fait 60. C'est donc 60 jours de Simcha, et la Simcha qui doit être de plus en plus grande. Alors, il y a un mot du Rabbi qui m'est venu à l'esprit tout à l'heure. Le Rabbi a parlé comme ça du mois d'Adar. Il a dit d'abord que le mois d'Adar, Dieu réside, Dieu habite dans ce mois. Aussi, le mot Adar vient du mot Adir, qui veut dire fort. Un juif, il a toute la force. Et si d'ailleurs, si on a un jugement pendant le mois d'Adar, si on a un jugement à faire avec des non-juifs, c'est bien de faire ce mois-là, parce que le mazal, le destin du juif, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, il est très fort. Aujourd'hui, ce soir, on est le 4 Adar. Et bien, qu'est-ce qu'il y a le 4 Adar? À part que dans un mois, ce sera mon anniversaire, parce que je suis venu le 4 Adar. Mais puisqu'il y a 2 mois d'Adar, ça sera 4 Adar chez lui. À part cela, c'est que dans le 4, il y a une force qu'il y a ni dans le 1, ni dans le 2, ni dans le 3. Je vais vous expliquer. Si vous avez une chaise ne peut pas tenir sur un pied, d'accord? Une chaise, c'est ce qui permet à l'homme de s'asseoir, d'être stable, d'être covéa, d'être fixe. Une chaise sur un pied, une chaise sur un pied, ça ne peut pas marcher. Sur 2 non plus. Sur 3, c'est aussi bancal. Bien qu'aujourd'hui, on voit que dans les designers, il y a des gens qui font des très belles chaises avec 3 pieds. Mais comment une chaise ou une table peut tenir, c'est quand il y a 4 pieds. Et aujourd'hui, on est le 4 Adar. C'est-à-dire que la Simcha, maintenant, à partir de ce soir, elle est complètement installée dans le cœur. Elle doit, même si elle n'est pas encore, ben, il faut un peu se forcer des fois. Elle doit être installée dans notre cœur de façon durable. Et puis ensuite, on va être de plus en plus des Simcha. Je l'ai déjà répété plusieurs fois ici à Torah Péro ou dans d'autres occasions, que dans certains endroits, je sais pas, certainement à Yerushalayim, mais moi j'ai vu ça de mes propres yeux chez le Rabbi à New York, dans le 770, il y a, à la fin de chaque tfila, il y a un orchestre, pendant le mois d'Adar, et à la fin de la tfila, l'orchestre se met à chanter, il y a de la simcha, parce qu'on veut que la simcha soit pas seulement une joie qui est à l'intérieur de nous, mais on veut que la joie aille à l'extérieur. Et c'est lié cela avec les parachutes qu'on est en train de lire maintenant. On est en train de lire des parachutes extraordinaires qui nous parlent de l'édification du temple, du Beth Amikdash, l'édification du Mishkan. Et on sait que dans le Mishkan, il y avait, on venait dans le Beth, quand on a le Beth Amikdash, Dieu veut qu'on est bientôt le 3e avec Mashiach Tzidkenu, il y avait une très grande joie. Et Israël était joyeux de venir 3 fois dans l'année dans le temple, Pessah, Shavuot et Sukkot, et de se réunir, de se retrouver entre juifs et juives et les enfants. Et ça, le fait de se retrouver, que des juifs se retrouvent ensemble, se réunissent dans des choses de Kedusha, dans des choses de Torah, alors ça met une joie énorme. Pour terminer, on voit que toutes ces parachiotes, Trouma, Tetzavé, où le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas une seule fois, alors que le nom de Moshe Rabbeinu apparaît depuis Shemot jusqu'à la fin du Mishneh Torah, on voit le nom de Moshe Rabbeinu apparaît à chaque instant. On voit que là, dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat, toute la paracha, le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas. Là-dessus, il y a une explication. Dans la Torah, il n'y a pas d'ordre chronologique. On raconte l'histoire du Vaudor, dans Kitissa. Mais en vérité, Moshe Rabbeinu, quand il y a eu la faute du Vaudor, où les Bnei Israël, Moshe Rabbeinu est descendu avec les louchot, les tables de la loi, et il a vu les Bnei Israël qui avaient pourtant vu des choses, des miracles de Dieu, des choses extraordinaires en Égypte, en sortant d'Égypte. Il a vu les Bnei Israël en train de faire le Hegel, le Vaudor. Ils ont laissé l'éternité à Dieu éternel pour adorer un veau en or. Moshe Rabbeinu a cassé les louchot, et ensuite Dieu a voulu, il a dit à Moshe Rabbeinu, maintenant ça y est, le peuple Israël m'ont fatigué, c'est trop, je vais les exterminer et je vais refaire un peuple à partir de toi, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, c'est un vrai mani d'Israël, c'est un vrai chef du peuple juif, c'est un vrai président. Il a dit à Hachem, efface-moi de ton livre, pourtant il y a mon nom dans ton livre, parce que c'est Torah de Moshe, efface-moi de ton livre, plutôt que de toucher même un mécréant qui a osé, un mécréant qui a adoré le Vaudor. Eh bien, efface-moi Hachem, efface-moi ton livre.
Alors on explique que, efface-moi donc de la Torah. On sait très bien que Moshe, toute sa vie c'est la Torah. Alors qu'est-ce qui se passe? On explique que quand un tzaddik parle, quand un tzaddik il dit une chose, tzaddik gozer avec un jbourou mekayem. Dieu il a compris. Donc puisque Moshe Rabbeinu il a dit à Dieu efface-moi de ton livre, alors Dieu il a dit effectivement, il y a une paracha où le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas du tout, c'est la paracha de Tetzavé qu'on va lire ce Shabbat, qui tombe, vous remarquez, qui tombe toujours dans l'époque de Moshe Rabbeinu, puisque le 7 Adar, c'est dans quelques jours, c'est vendredi, c'est la naissance de Moshe Rabbeinu et là également la ptira de Moshe Rabbeinu. Pardon? Oui, mais bon, ouais, d'accord, ok. Razak, t'as raison. Mais bon, c'est lié quand même. En tout cas, oui, c'est vrai que cette année, c'est dans Malachim. Mais dans les années où il n'y a qu'un seul mois d'Adar, la paracha Tetzavé est souvent tombe dans cette époque où c'est la naissance de Moshe Rabbeinu et le message de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on peut retirer? Je terminerai avec ça pour laisser la parole à notre cher Rav qui a fait le déplacement, qui s'est déplacé pour nous apporter ici le message de la Torah. Qu'est-ce qu'on peut voir de Moshe Rabbeinu et qu'est-ce qu'on peut voir de toutes les parachutes qu'on est en train de lire maintenant? L'importance d'aimer un autre juif, l'importance de s'aimer, l'importance d'être tous unis ensemble. Chacun peut avoir son opinion et Baruch Hashem, il y a beaucoup d'opinions dans le peuple juif, il y a beaucoup de philosophie, il y a beaucoup de chitotes. Mais ça c'est d'ailleurs la philosophie qu'on a toujours tenue avec Thierry, c'est que Torah Péro c'est une association sans but lucratif, c'est une association complètement désintéressée et notre but, notre envie, c'est d'amener justement que tous les courants du judaïsme peuvent se retrouver ici, à condition évidemment d'être porteurs du message de la Torah. Mais on a même fait venir des fois des gens qui n'étaient pas spécialement religieux, qui sont venus parce qu'ils avaient un message très très humain et très profond, comme M. Reichstein, je pense que tu te rappelles, qui ont délivré ici. En tout cas, notre but, et on voit que dans la Torah, c'est constant. Toutes ces parachutes, elles nous montrent l'importance d'aimer un autre juif, l'importance de Havat Israël. Et je vais aller plus loin et je vais finir avec ça. On voit que l'amour d'un juif, la Havat Israël, c'est encore plus fort que l'amour de la Torah. Ça dépasse tout l'amour d'un juif. Il faut prendre dans ce mois d'Adar toutes les bonnes décisions. Et quand il y a de la joie, c'est encore mieux. De s'aimer encore plus, de suivre encore plus. Et je laisse la parole maintenant à notre cher ami. Thierry, j'ai oublié de vous annoncer une petite chose. Et pour donner un petit peu de piment dans le cours, à la fin du cours, Bezrat Hashem, on aura des musiciens qui vont venir en live faire un peu de musique Breslev. Donc, si vous êtes sage, que vous éteignez les portables, que vous êtes concentrés, voilà, vous aurez une belle séoula avec un peu de musique Bezrat Hashem. Voilà, la parole à Rav Emmanuel Mimran. Voilà. Applaudissements parce qu'il nous vient de Kiryat en Israël. C'est une petite ville qui est à côté de Modi'in Illit, pas loin de Jérusalem. Et il va nous parler un thème, être petit pour être grand, ou être grand pour être petit. Voilà. Bechamod. Merci. Bonsoir. Beshem Hashem Naaseh V'Natsiach, on va dire quelques paroles de Torah avant de commencer. Il y a écrit dans la Gemara, Potrim Birchot Arsania, on commence à remercier, parler de Mechabed Bli Ainara quand j'arrive ici. Bien, je vois que ce soit le Rabbi Abraham qui accueille toutes les semaines, j'entends ici dans son local, Rabbi Monsieur Shukroun qui s'occupe à chaque fois de tout, Bli Ainara, quel zchut, quel mérite, Atsoum. J'entends le Rav, ceux qui ont préparé la Seouda, les deux frères Rabbi Mordechai et Rabbi Yaniv aussi qui ont préparé de toute leur force. Et bien sûr, vous tous et vous toutes, que vous venez, vous participez à des shiurim de Torah, ça fait tellement plaisir de Mevakshé Hashem. On va dire quelques paroles de Torah, je fais une fila que ces paroles soient aussi pour la réfoua shelema de tous les malades du Ham Israël, les Nishma, tous les défunts, dont Fortuné Messaouda Bat Melea. Fortuné Messaouda Bat Melea, Bezrat Hashem, ça amène la bracha à tous les Bnei Israël, toutes les peuples d'Israël qui ont besoin. La semaine dernière, on a perdu un des grands tzadikim il y a 10 jours, un des grands tzadikim de Rabbi Hashem, quelqu'un qui toute sa vie faisait la avodat Hashem de toutes ses forces. C'était Rabbi Yaakov Galninsky.
Rabbi Yaakov Galinsky. Rabbi Yaakov Galinsky, toute sa vie, il était en train de faire la Avodat Hashem. Toute sa vie en train de faire la Avodat Hashem. Il est décédé lorsqu'il avait 95 ans, entièrement attaché avec Akadosh Baruch Hu. Je vais vous raconter 3 jours de sa vie, on va comprendre comment il a vécu 95 ans. Il a vécu toutes les périodes les plus difficiles, durant la Shoah en Sibérie, les révolutions en Russie. Une fois, il était dehors dans la rue lorsqu'il y avait une révolution. Il était dehors pour faire la tefila, on l'attrape dehors. Qu'est-ce que tu fais à 8h du soir? Il allait faire la tefila. Qu'est-ce que tu fais à 8h du soir? Condamné à mort. On l'a fait rentrer dans une grande pièce où il y avait tous les condamnés à mort. Le Rav, il a dit, ah, quelle ambiance, quel stress. Tout le monde était désespéré, personne ne voulait manger. Tout le monde en train de pleurer, de se lamenter. Le Rav, il a dit, j'ai appris à la yeshiva que le passé, il n'existe plus. Le futur n'est pas encore là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le présent. Je suis vivant maintenant, Hachem me donne la vie, profitons de faire des mitzvot. Et comme ça, il a commencé. 9h du matin, il commence son programme quotidien. Il étudie de 9h jusqu'à 1h, il avait l'habitude d'étudier la Gemara. Il a fini son programme 1h. En Mincha, tefila de Mincha. 1h20, 1h30, il finit la tefila de Mincha. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il a l'habitude de manger. Il toque, il n'y a personne qui vient, il tape fort. Il y a un garde qui arrive énervé. Qu'est-ce que tu veux? Dites-moi, on est condamné à mourir de faim? Non, fusillé. Eh ben, amenez-le quoi manger si vous voulez qu'on vive. Ils l'ont amené, il a apporté, il a continué comme ça. L'après-midi, la même chose. Et le soir, il a continué toutes les 3-4 heures. Il y avait des gardes qui rentraient, qui disaient toi, venez. On entendait des coups de fusil, on savait que c'était terminé. Le Rav, il a dit, je suis vivant maintenant, j'utilise mon temps pour faire des mitzvot. 3 jours plus tard, on a ouvert la porte, toi viens. Le Rav s'approche, il est sorti dehors, on lui a dit, t'es pas un homme normal toi. Toi tu dois partir, tu dois rester ici. Rien, sans aucune explication, on l'a sorti, on l'a délivré. À Akadosh Baruch Hu, bien sûr. Comment ça, c'est quelqu'un que toute sa vie, 3 jours, ça c'est 3 jours comme ça il a vécu. Toute sa vie c'était attachement avec Akadosh Baruch Hu. Il était attaché de toutes ses forces avec Hachem. Un jour quand il était en Sibérie, il est arrivé en Sibérie, on lui a dit pendant 25 ans il va être en Sibérie. Après 2 ans il est sorti, mais même ces 2 années, il a raconté que c'était des années très très difficiles. Il est sorti de ici, pendant toutes ces années, il est arrivé en Eretz Israël, après qu'il était en Sibérie, il est arrivé en Eretz Israël. Le Hazon Ish lui a dit, j'ai entendu que tu étais en Sibérie. C'est vrai, oui. Comment tu as fait avec les tefilines? Le Hazon Ish ne lui a pas demandé, est-ce que tu as mis les tefilines? Quelqu'un qui veut, quelqu'un qui a une volonté forte, c'est sûr qu'il va réussir. La question, comment tu as fait? Il lui a dit, c'était pas facile. Ben, mec, c'était difficile. Je devais me cacher, et je devais cacher les tefilines en dessous du lit. Une fois, je suis arrivé en retard, quelques secondes à l'appel, je suis arrivé en retard, parce que j'ai mis les tefilines, j'ai reçu des coups. Le Hazon Ish, il a entendu ça, il a dit, j'envie la mitzvah que tu as accomplie. Vous enviez? Vous, le Hazon Ish, avec toute quelle doucha, quelle tahara, combien de cœur il mettait le Hazon Ish quand il mettait les tefilines, quelle concentration. Effectivement. Et dans les mitzvot, on est récompensé pour 2 choses. Premièrement, on est récompensé sur la mitzvah elle-même, mais on est récompensé aussi sur les efforts. C'est 2 choses totalement séparées. La mitzvah elle-même, on reçoit une récompense immense, mais les efforts encore plus. Le Hazon Ish, il a dit, moi j'ai envie la mitzvah de tes tefilines. Pourquoi? Parce que toi tu as fait des efforts plus grands que les miens. C'est vrai que moi, le Hazon Ish, il n'a pas dit ça, mais c'est vrai que le Hazon Ish lui-même, il avait une concentration bien plus grande, bien plus forte que celle de Rabbi Yaakov Galinsky. Mais il a dit, j'ai envie la mitzvah de tefilin. Pourquoi? Parce que les efforts, c'est ça qui est important. Ce sont les efforts qui sont importants. Lorsqu'il est arrivé, Rabbi Yaakov Galinsky, il a étudié à la yeshiva de Novardok. C'était une yeshiva des Hachem, qui cherchaient toujours à se reprocher d'Hachem. Ils avaient l'habitude, ça m'en met. Ibadé L'Haim Tovim, Rabbi Manuel Toledano m'a raconté qu'ils avaient l'habitude, tous les mois, il y avait un programme. Voilà, ce mois, on va travailler sur tel et tel caractère, sur tel et tel mida. Un mois, par exemple, sur le zèle. Alors, une fois, Rabbi Yaakov Galinsky l'a raconté, ils ont commencé à travailler, c'était le mois, ils ont travaillé sur la mitzut, le courage, être courageux. Alors, chacun des élèves avait une idée en tête. Qu'est-ce qu'on va choisir, qu'est-ce qu'on va faire, quel est Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'on va, pour se forcer à être courageux. Lui, il a eu une bonne idée. Il y avait dans le cimetière, il y a une salle où on lave la toilette du défunt. Et il y a des endroits aussi où on le trempe dans un mikvé. Il s'est dit, je vais aller au milieu de la nuit à minuit. Je vais rentrer dans il y avait pas de lumière, c'était tout noir. Je vais rentrer à minuit dans le mikvé, je vais me tremper là-bas dans le mikvé. Ça va me forcer à être courageux. Il arrive, comment il a décrit, c'était pas tellement facile. Il arrive, il est en train, il entend des bruits, il entend du vent un peu partout.
Bref, il commence à se déshabiller. Dès qu'il était prêt, il est parti dans le mikvé. Chaque pas, il a peur, il tremble, est-ce qu'il va pas tomber? Il a peur qu'il y ait un mort, j'en sais rien qui arrive. Il met un pas, un deuxième pas, et d'un coup, son sang se glace, il sent une tête. Il est parti en courant, mais comment il a pris à peine ses affaires, un tout petit peu ce qu'il pouvait, le minimum, et il s'est enfui. Il n'a pas dormi de la nuit, impossible de dormir. Le lendemain matin, il était blanc à la tfila, il était à la tfila tout blanc, il n'avait aucune force. Il voit un ami aussi qui est tout blanc. Il dit alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas te raconter, cette nuit j'ai décidé d'aller, son ami lui dit, cette nuit j'ai décidé d'aller au mikvé, tout du Betakvarot là-bas, j'arrive d'un coup, il y a un mort qui me met le pied sur la tête. Il dira, Rabbi Yaakov Ganinsky, il a dit, quelle grandeur ça, on voit que c'est un homme, un grand homme qui est en train de parler. Rabbi Yaakov Ganinsky, il a dit, regardons la différence, regardons comment je suis. Comme ça il a dit, Chaz Shalom, c'est exactement l'inverse. Mais regardons comment il se remet tout de suite en question. Quel gars Aftan je suis, comment je suis orgueilleux. Quoi, j'ai pensé que je suis le seul qui a de bonnes idées? Je suis pensé que je suis le seul, moi, qui va aller là-bas, qui est fort. Pourquoi j'aurais pas pu penser qu'il y avait un autre élève? Pourquoi j'y ai pas pensé? J'y ai pas pensé jusqu'à qu'il m'a raconté. Ah, ça c'est la force, quelqu'un qui est en train de réfléchir, toujours en train de se remettre en question. Les gens les plus anaves, les plus modestes du monde sentent qu'ils sont rien du tout, ils sentent qu'ils sont toujours les plus orgueilleux, mais c'est les gens les plus anaves. Et ça, si on a commencé à parler sur le sujet, Bezrat Hashem, de savoir. J'ai remarqué quelque chose de très très incroyable, que ce soit du niveau de mes maîtres. Je vais vous raconter quelques histoires plénières pour voir de quoi on est en train de parler au niveau de mes maîtres, comment je les ai vus, quelle anava, une anava, une modestie très très forte. Je me suis toujours demandé, mais comment ils ont réussi ça? Et Baruch Hashem, j'ai eu une fois la réponse, on va essayer d'expliquer. Avant de rapporter, j'ai vu chez Rav Nissim Toledano, Zecher Tzadik Livracha, mais tous les tzadikim, toujours avaient une anava, une modestie incroyable. Le Hafetz Chaim, quand il était un jour, il était un peu âgé, sa femme elle est décédée, alors il s'est remarié, et voici qu'après le mariage, la seconde femme, il avait l'habitude, lui, tous les ans, de construire la soukha, on va dire ici. Il construit la soukha, très bien. Voici que sa femme, elle arrive après, il a fini, c'est pas facile de construire la soukha, une soukha. À son âge, le Hafetz Chaim encore plus. Sa femme, elle arrive. Elle ne veut pas parler, mais elle veut qu'on remarque. Ah quoi, qu'est-ce qu'il y a ça te déplaît? Bon, si tu me demandes, je ne te cache pas. Pourquoi tu l'as mise ici? Il fallait la mettre là-bas. Tout de suite, elle a trouvé 10 arguments, une seconde. Et pourquoi? Ici, il y a le passage, il y a la boue, et les gens, et c'est loin. Le Hafetz Chaim, ça peut créer des marlocotes. Le Hafetz Chaim, toujours, il a gardé le calme, le sourire. Qu'est-ce qu'il doit faire un tzaddik? Un tzaddik, à un moment, il doit accepter. Il n'a pas besoin de détruire la soukha. Sa femme, elle va comprendre. Il lui dit, Bezrat Hashem, l'année prochaine, je ferai la soukha ici. Si ça se passe comme ça, il y a le shalom. Le Hafetz Chaim, il a détruit la soukha, il l'a reconstruite ici. Il est en train de finir, sa femme, elle arrive. Alors, maintenant que tu as construit la soukha, je vois que tu avais raison. Tu avais raison, c'était le premier endroit. Le Hafetz Chaim, il n'a pas perdu une seconde, tout de suite, il a détruit la soukha, encore une fois, il allait la reconstruire ici. Quelle modestie incroyable! Il a gardé son calme, son sourire, il a gardé son silence. C'est la joie qu'il avait, et il a encore fait. Rav Israël Salanter, un jour il était dans le train. Il est dans le train, Rav Israël Salanter, et quelqu'un s'approche de lui dit, il était en train de fumer, c'était à l'époque, il avait 150 ans, les gens ne savaient pas que c'était pas bon pour la santé de fumer. Rav Israël Salanter, il était en train de fumer, il avait une pipe, je sais pas. Voici, c'était un wagon fumeur. Il y a quelqu'un qui s'approche de lui, et il dit, un jeune homme. C'était le géant de la génération. Et dans les midot, et dans la doucha, et dans la Torah. En tout, il était un génie de tout. Il y a quelqu'un qui s'approche, il avait l'air de rien du tout. Il y a un jeune homme qui s'approche de lui, de Rav Israël Salanter, lui dit, alors, vous voyez pas que ça dérange quand vous fumez? Il n'a pas senti bien, bébé. Tu vois pas? C'est un wagon fumeur ici. Il y a d'autres wagons non fumeurs. Oh là, la jeunesse d'aujourd'hui, tout un discours dessus. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas commencé à crier, à critiquer. Mais il a demandé à Rav Israël Salanter, je ne savais pas que ça vous dérangeait, il a éteint la cigarette. Il a continué à étudier. 2 minutes plus tard, il y a quelqu'un qui a ouvert la fenêtre. Le jeune homme, il dit, mais cette personne, il fait attention à personne, celui-là. C'est pas lui qui a ouvert la fenêtre, c'est Ken. Il dit, Rav Israël Salanter, il dit, mais Hila, c'est pas moi, mais Bessimra, je peux la fermer. Il est allé, il s'est levé, il a fermé la fenêtre. Et tout le voyage ainsi de suite. Pourquoi? Vas-y, fais. Et Rav Israël Salanter se lève, commence, va, excusez-moi, j'ai pas fait exprès, ça va mieux, ça va. À la grande chance, il faut le préciser, qu'à la grande chance de Rav Israël Salanter,
Le voyage il a pris fin. Baruch Hashem. Rav Israël Inter, Baruch Hashem, tout s'est bien passé, le voyage s'est terminé. L'autre il est en train de sortir, il prend la valise, sa valise, le jeune homme là, prend la valise pour sortir dehors et je t'apparte chez Molarad. Cet homme-là, ce jeune homme a toujours pensé que c'était le plus grand tzaddik de la génération, bien sûr. Mais et c'est toujours dit pourquoi personne ne le sait, personne n'est au courant. Alors le truc c'est que Baruch Hashem, là il voit que tout le quai est plein de gens qui viennent à sa rencontre. Alors qu'est-ce que vous faites? D'où vous savez que je suis un tzaddik? Pousse-toi toi, tu es revu ça Inter derrière toi, qu'est-ce que tu fais? Pousse-toi d'ici. Où est revu ça Inter? C'est celui-là. Kapara Taronot, il a eu une capara qui est partie. Je ne vais pas dire la moitié de ses avérotes parce qu'il devait en avoir pas mal celui-là. Mais il y a une bonne partie de ses avérotes qui sont partis. Quand il a senti ça, c'est Rav Israël Inter qui l'a méprisé, le géant de la génération. Il est venu le voir, il lui a dit Rabbi, Mehila, excusez-moi, je me suis mal comporté. Rav Israël Inter lui a dit pourquoi? Il lui a dit bah ouais, il a dit regarde, ne t'inquiète pas, moi je suis Mohel, s'il y a quelque chose, j'ai rien senti dans le cœur, mais s'il y a quelque chose, je suis Mohel. Quand quelqu'un il vient nous demander pardon, il faut toujours lui dire comme ça. Si bien mettre si on sent qu'il y avait quelque chose, on dit je suis Mohel. Si on sent qu'il n'y avait rien, il faut lui dire voilà. Mais des fois on dit non, il n'y avait rien, comme ça qu'il reste un peu redevable. Rien du tout, non, pas de Mechila, pas de Mechila, pas du tout, je ne suis pas Mohel. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, comme ça on sent toujours un petit peu de kiff comme ça. En tout cas, c'est Rav Israël Inter, il était toujours de cette doucha, cette réflexion. Il a dit regarde, moi de mon côté tout va bien. S'il y avait un problème, je suis Mohel entièrement, il n'y a pas de problème. Mais dis-moi, tout de suite changer de sujet aussi, comme ça il ne se sent pas trop mal. Pourquoi tu es venu ici? Qu'est-ce que tu viens faire dans cette ville? Et pas justement, Rabbi, je suis venu vous voir. Ah, ça tombe bien. Il dit, je suis venu vous voir, qu'est-ce que tu veux? J'ai appris les lois de la cache-route. Les lois pour apprendre, pour manger caché, pas de la cache-route. J'ai appris les lois de la shrita, de l'abattage rituel. Et je voulais que vous m'interrogiez, vous me donniez une attestation comme quoi je connais. Ah oui, ça Inter lui a dit, lui l'a interrogé, il ne connaissait rien. Alors, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, oui, tu connais. Il lui dit, regarde, tu connais bien. Seulement, il manque les petits derniers détails. C'est un peu haval. Que tu rates ces petits derniers détails. Avant de donner l'attestation, je vais vérifier que tu connais tout bien. Je vais demander à mon gendre, il connaît bien les halachot, il va t'apprendre les derniers petits détails. Il a pris que 4 mois. Mon gendre devait apprendre les derniers petits détails. Il lui a appris tout ça. Après, Rav Israël Inter lui a donné une attestation. Et Rav Israël Inter ne s'est pas calmé jusqu'à qu'il a trouvé un travail à cet homme. Quelle modestie incroyable, quelqu'un qui est venu, qui l'a méprisé des dizaines de fois sans le connaître, sans aucune raison. On est prêt à tout lui donner, à tout faire pour lui. Quelle grandeur d'âme, quelle modestie incroyable, exceptionnelle. Je me rappelle mon maître, Rav Nissim Toledano Zecher Tzadik Livracha, à la Yeshiva, on reçoit des shiurim, des cours de Torah, des cours entre le fiançailles et le mariage pour savoir comment être mechabed de la femme, comment honorer la femme après le mariage. Voici que le plus beau cours que j'ai reçu, c'était quand j'étais invité un vendredi soir chez le Rav Zecher Tzadik Livracha. Il fallait voir avec comment il était mechabed, il honorait chaque petit point que son épouse elle faisait, chaque chose. Il était là en train de faire le kavod, en train de lui dire un gentil mot. Bechavod, tu t'es fatigué, merci, chazak. À un moment, le Rav a dit un dvar Torah. Il a dit une parole de Torah, il a fini en disant j'ai vu ça de tel et tel livre. Très bien. Sa femme aussi l'honorait. Elle me dit mon mari connaît beaucoup de livres. Comme quoi, il connaît plein. Lui, il a entendu mon mari connaît que des livres. Il entendait mal. Je dis un peu âgé, il entendait mal. Mon mari n'entend que des livres, il connaît que des livres. Comme quoi, mais c'était un génie. Il lisait un verset, il connaissait toutes les 3 explications lui venaient au même moment. Qu'est-ce qu'il répond? Il a dit oui, qui je suis moi? Pour arriver de moi-même, qui je suis? Quand je vais au roux, c'est moi, oui, je suis un zéro, je suis rien du tout. Et la femme aussi, elle entendait mal, la rabbinite. Donc il n'y avait que moi qui entendais bien alors. J'arrive et elle dit, elle n'a pas entendu ce qu'il a répondu. Elle peut dire Hazve Shalom, c'est pas ce que j'ai voulu dire, tout va bien, tout ça, rien du tout. Le Rav, j'ai regardé, est-ce qu'il va changer un peu, est-ce qu'il va avoir une grimace, est-ce que son sourire va changer? Rien du tout. Comme elle a amené le prochain plat, quoi la cavote, tu as eu le temps aussi de nous préparer cette chose-là. Mais je me suis demandé, Ribono Shalolam, comment quelqu'un peut arriver à cette anava, à cette modestie incroyable, exceptionnelle? Comment on peut arriver? Rav Yosef de Posen, c'était le gendre du Noda Biouda. Rav Yosef de Posen, sa femme, à chaque fois qu'il était avec tous les gens de la communauté, il était le Rav de la ville de Posen, une grande ville, les gens venaient lui demander des questions, les responsables communautaires étaient présents dans la ville. Dès qu'il était là-bas, sa femme elle rentrait. Ah, tu te fais passer pour un tzaddik, arrête, elle lui faisait honte devant tout le monde. Alors Chouma,
Ça se fait pas, ça se sort. Et qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire à cette dame tout ce qu'ils vont parler contre elle, ils sont en train de parler contre le Rav. On peut rien faire. C'est la fin du Rav qui est en train de mépriser. Le jour où il est décédé, Rav Yosef de Posen, sa femme elle est venue, elle a demandé de parler à la Levaya, à l'enterrement. Je ne la dis pas maintenant. Il faut trouver d'autres occasions pour lui. Non, elle dit n'aie pas peur, je ne veux rien dire de mal. Elle s'est approchée, elle a dit Rav Yosef, est-ce que tu peux venir témoigner s'il te plaît que je n'ai jamais pensé ce que j'ai dit? C'est toi avant le mariage, tu as accepté de te marier avec moi qu'à condition que toujours je vais te mépriser. Pourquoi? Pour que tu ne sentes jamais un grain d'orgueil, jamais le moindre orgueil. Quelle force! On dit qu'il a fait un signe de tête, comme quoi il a acquiescé, que oui, effectivement, c'était vrai. Comme ça, c'était quel doucha. Comment une personne elle peut arriver à ce niveau-là, ce niveau intense? Comment on est tellement attaché à Kadosh Baruch Hu? La réponse, une fois j'ai vu dans un sefer, j'ai ouvert un sefer qui rapportait au nom du Zohar une petite phrase qui répond tout. Il y a écrit dans le Zohar Mandi ou Rav Ihu Zahir ou Mandi ou Zahir Ihu Rav. Celui qui est grand est petit, celui qui est petit est grand. Cela veut dire que quand quelqu'un est très grand, il se sent rien du tout. Lorsque quelqu'un au contraire est très petit, il se sent Mashiach Hashem peut-être presque. Plus quelqu'un est grand, plus il se sent insignifiant. C'est Malachim qui étaient arrivés à la perfection. Ils étaient arrivés à la perfection, il n'y avait plus aucune marloquette, rien du tout. Ils sentaient qu'ils étaient zéro, on pouvait leur marcher dessus. C'était rien, ils sentaient qu'ils étaient zéro. Pourquoi? Parce qu'ils étaient arrivés à la perfection. Quelqu'un qui tend, c'est incompréhensible. C'est le fait que la Neshama elle est proche d'Akadosh Baruch Hu. On peut après essayer d'expliquer qu'elle voit, mais la page tout, la Neshama elle est attachée avec Akadosh Baruch Hu. L'orgueil ne s'attache pas. Il n'y a que la modestie après qui arrive. La personne sent que Bémet, qui je suis, c'est Hachem. Des fois une personne elle peut être consciente. Hachem je fais des choses. Mais c'est pas moi, c'est Hachem qui me donne les forces, c'est Hachem qui fait tout. Quand Paro il est venu chez Yosef, il lui dit à Yosef Athélik, dis-moi, tu connais les rêves? Il n'a pas dit je connais pas les rêves, il dit c'est Hachem qui fait tout. Moi je fais rien, c'est Hachem, oui, c'est Hachem qui fait tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne tous les korotes. Ça c'était la conscience qu'ils avaient, cette sadikim là. Et quand on vit de la sorte, on n'a plus aucune marloquette, plus aucune dispute. Les gens peuvent nous parler, nous crier dessus. On vit dans le shalom. Et vivre dans le shalom, combien c'est quelque chose d'important. Juste une petite parenthèse pour dire comment, je vous raconte une petite histoire. Rav Shlomo Zalman Auerbach, une histoire que j'ai entendue il y a 2 semaines, magnifique. Rav Shlomo Zalman Auerbach, quand il a marié son fils avec la fille du Rav de Tveria, le soir du mariage, le mariage était à Tveria. Et voici que le soir du mariage, c'était qui était là-bas? C'était qui était qu'est-ce qui s'est passé le soir du mariage? Le plat principal c'était du poisson. Pas la peine quand on fait un mariage, pas la peine de. Bon. Il y avait du poisson. Bref, le poisson il a tourné. Ceux qui ont goûté, mal au ventre pendant 1 semaine. Ceux qui ont senti, mal à la tête pendant 2 heures. Le Rav Jean commence à s'énerver. Bono Charlam, c'est quoi ce traiteur? Il prend tellement d'argent, il est en train de tout gâcher, de gâcher toute la soirée. C'est la soirée, c'est le repas. Donc il est en train de gâcher toute la soirée. C'est quoi ce traiteur? Les gens étaient en train de s'énerver. Il ne faut rien lui payer. Le gros repas, c'est évident qu'il ne faut pas payer le poisson. Même tout le repas, il ne faut pas le payer. Il y a ceux qui étaient mahmerines qui ont dit encore qu'il faut lui demander des indemnités. Alors lui, Rav Israël, mais non, c'est pas eux qui payent. Les gens parlent tout ce qu'ils veulent parler, c'est pas eux qui payent. C'est Rav Shlomo Zalman Auerbach, le père du Khatan, et le père de la Kala, l'ancien Rav de Tveria. Où il est Rav Shlomo Zalman Auerbach? On va lui dire qu'il arrête de payer, qu'il ne faut pas payer Chas v'Shalom. Rav Shlomo Zalman Auerbach, où il est? On cherche dans la pièce, Rav Shlomo Zalman Auerbach, introuvable. On fait le tour, introuvable. Au même moment, Rav Shlomo Zalman Auerbach se trouve dans la cuisine. Il va chez le traiteur, il dit: je t'appartiens chez mon cher Akadosh Baruch Hu, je remercie Hachem que j'ai pas goûté le poisson. Il a pas dit comme ça. Il a dit, regarde, le poisson, il sent un peu le tourner. Il y a sûrement moi, je paye la moitié. Tu sais bien que c'est moi qui paye la moitié. Le beau-père, le père de la Kala paye l'autre moitié. Regarde ce qu'on va faire ensemble un contrat. Le père de la Kala va sûrement venir te dire: je ne vais pas payer. Je ne vais pas payer, la vraie haute. Pourquoi? Toi, tu vas t'énerver. Tu as eu des frais. Même le poisson, tu l'as payé, les serveurs et tout. Ou il ne va pas vouloir lui payer le poisson, ou il ne va pas vouloir payer tout le repas. C'est normal qu'il va être énervé. Tu vas t'énerver, il va y avoir une dispute. On va faire un contrat entre nous deux. Lui, il arrive, il te dit ce qu'il va te dire. Toi, tu te tais, tu acceptes tout. Tout ce qu'il ne te paye pas, je paye moi à la place. Quel gars doute. Alors, je dis, pourquoi moi je vais payer plus que l'autre? C'est injuste. Il arrive pour pas que l'autre se dispute, pas pour qu'on se dispute. Tout ce que je ne paye pas, répondez la réponse du traiteur. Le traiteur, il écoute ça, il dit: qu'est-ce que je peux faire? Il y a 1 minute, le père de la Kala, il est venu, il m'a dit exactement la même chose. Le père du Khatan va venir, il va pas vouloir payer, ne t'inquiète pas, tout ce qu'il ne te paye pas, je te paye, ne te dispute pas avec lui.
quelle gadoute, quelle grandeur. Là, on demande quelqu'un qui se fait. Est-ce que ce moment-là, quand on se fait petit, on demande qui est grand pour petit ou petit pour être grand? C'est tout la vérité, c'est les deux qui sont vrais. Quand on demande, quand quelqu'un devient grand, quand quelqu'un il s'élève, s'approche de la Kadosh, il se sent petit, il se sent rien du tout. Et quand quelqu'un se fait petit, comme il s'est fait Rav Shlomo Zalman Auerbach, est-ce qu'on ne peut pas appeler ça de la grandeur? Est-ce qu'on ne peut pas appeler ça de la Kedusha? Est-ce qu'on ne peut pas s'élever encore, se considérer encore plus proche de la Kadosh? C'est sûr, sans aucun doute, il n'y a pas plus haut, plus fort que ça. Et ça, je vais vous dire, c'est même lorsque quelqu'un est certain que l'autre nous a fait du mal. Mais on ne peut jamais savoir que l'autre nous a fait du mal. Impossible. Impossible. Je vais raconter une histoire. Ça fait longtemps que je ne vais pas raconter une histoire. Il y avait un jeune couple. Un jeune couple. Ils sont arrivés à... Voilà, 2 mois après le Hatana, 2 mois après le mariage, voici que la belle-mère, elle arrive. Bon, je passe un peu les détails, d'accord. La belle-mère arrive, elle toque. Elle toque. Baruch Haba, bienvenue. Bienvenue. C'est quoi, la fille, elle arrive, ah, maman, ça va, tout va bien. Regardez, je suis de passage, mes enfants, j'ai profité pour venir vous voir. Dites-moi, vous avez une pharmacie ici à côté de chez vous? Oui. Ah, très bien, ça tombe bien parce que je devais faire des courses. Moi, j'habite très loin de la pharmacie. Mais mince. Elle met la main dans son portefeuille et regarde, j'ai oublié mon portefeuille. Capara. Bon, j'ai demandé, Bezrat Hashem, vous n'avez pas 100 shekels à me prêter? Très bien, sans aucun problème, on te prête 100 shekels. Le gendre, il a sorti du portefeuille 100 shekels, il lui a donné. Il donne les 100 shekels. Elle met l'argent dans son sac. Elle entend sa fille qui dit au gendre, qui dit au nouveau Hatan, elle lui dit, on va voir quand le billet revient. Et les deux, ils rigolent ensemble. C'est pas la philosophie. Shalom, c'est le Hatan, c'est le gendre, comment il a fait, comment il a réussi à la détourner. Déjà, après à peine 2 mois, il a déjà réussi à la détourner. En tout cas, elle était bien énervée. En parenthèse, le billet est revenu le jour même. À la fin, elle allait retour, la madame, pour aller le rendre. Exactement, elle se sentait mal. C'est quoi, sa fille, elle parle comme ça? Est-ce qu'elle était très vexée? C'est pas normal. Elle arrive après quelques temps chez sa fille. Elle lui disait, je suis très vexée de toi. Hein, quoi, pourquoi? Tu regardes, tu fais en plus semblant, tu as vu, j'ai entendu quand tu as parlé, je devais emprunter les 100 shekels. J'ai entendu, elle n'a rien à expliquer. Elle a mal parlé, cette jeune fille. C'est cette cas-là. Elle a mal parlé. Et quoi, qu'est-ce que tu as? J'ai entendu, tu as dit quand le billet va revenir. Chaz shalom, maman, chaz shalom, quoi? Mon mari s'amuse à chaque fois qu'il a un billet 100 shekels, il signe le billet, il l'envoie, après il attend de voir quand le billet revient. Ce jour-là, on avait reçu un billet, ça faisait quelques mois qu'il était parti. Il est revenu le billet, on te l'a donné, je dis on va voir, et on l'a. Est-ce qu'elle aurait pu s'imaginer? Impossible. Mais on apprend ici que même lorsqu'on est sûr, on est certain que l'autre nous a dit quelque chose de mal, a fait quelque chose de mal, on ne peut jamais savoir c'est quoi la vérité. On ne peut jamais savoir. Il y a un jeune couple, le jour juste après le Hatan, c'est juste après le mariage. Le Shabbat qui suivait, 3 jours après le mariage. Et pour allumer les bougies de Shabbat, il y a 2 horaires. Il y a l'horaire qui est interdit de dépasser. Et il y a l'horaire idéal, ce qui est bien de faire d'avance en avance, faire plus tôt en avance. Très bien. Eux, les Khatan Nakala, avant le mariage, pas besoin de parler de bêtises, ils ont parlé des varim de Doucha, ils ont parlé des mitzvot, et ils ont dit, le mari l'a dit, ils ont dit, ça serait bien qu'on allume le moment idéal. On va dire que le moment idéal à allumer, c'était 5h de l'après-midi. Vendredi soir, 5h. Et le top, le interdit de dépasser, 5h30. Très bien. Shabbat, Khatan, toute la famille qui est réunie. Il faut aller la voir un peu. La Kala est dans les appartements autour. La Kala, elle dit à son Khatan, j'y vais quelques minutes, dire bonjour un peu à la famille. Très bien, vas-y. Elle est sortie, 5h moins le quart, elle sort. Elle revient à 5h05. Les bougies sont allumées. Le Khatan est parti à la choule. J'ai encore 25 minutes pour allumer. Il est allumé à ma place. Quoi, il veut m'éduquer, mais à peine j'ai 5 minutes de retard. On va voir qui va éduquer l'autre. On va voir tout de suite, on va le mettre au pas à la macom, on va voir. Ah ouais, on va voir. Et lui, Misken, il fait la tchila avec Kavana chaque instant. Pas Misken, il a de la chance. Mais à chaque moment où il fait la Kavana, encore plus, chaque seconde qu'il est en train de tendre, elle est encore plus. On va attendre, dès qu'il revient, on va lui apprendre, Il rentre de la tchila. Shabbat shalom. Alors, et regarde la personne qui est rentrée avec. Et regarde, Bono Sharam, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais très bien. C'est pas Miken. Tu sais très bien, si. Réfléchis. Hier, il a oublié de faire rien du tout. Il avait oublié, il lui a demandé quelque chose. Est-ce que j'ai oublié de faire ça hier? Ah, ça aussi. Ah là là. Tout le temps, tu fais ça. Ils sont mariés 3 jours. Tout le temps, tu fais ça. Première fois. Tout le temps. Bon. Tout le temps, tu oublies.
Elle, Miskena, lui, Miskena, rien du tout, elle lui fait la tête, elle ne veut pas lui dire. Bon, il faut aller manger, elle le repas collectif avec tout le monde. Il faut aller manger. Ils partent ensemble, elle lui dit rien, aucun mot. Le frère, ça sent un peu tourné là. Il va voir de la cuisine, il voit que ça sent bon, il voit que le couple, ça sent tourné. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas bien. Il y a une marloquette. Il demande à sa soeur, ça va? Tout va bien? Elle lui dit, t'as vu ce qu'il m'a fait? Il a allumé les bougies juste avant Shabbat, c'est pas normal. Il est parti le jour. Lui, il s'approche du khatan. Il faut être diplomate. Pour pas avoir le marloquette. Quand on arrive, on se dispute avec quelqu'un, il n'y aura pas le shalom. Quand quelqu'un nous a fait du mal, on lui dit, pourquoi tu as fait ça? Il ne va pas dire mehila. C'est très rare. Si c'est Rabbi Sazander, oui, sinon non. Qui on veut faire si on veut arriver au shalom, quand quelqu'un nous a fait du mal, il faut venir lui dire Mechila, je sais que regarde, tu as fait ça gentiment, avec diplomatie, lui parler, qu'on parle ensemble sans qu'il y ait trop de monde à côté, que personne n'aime. On arrive, on lui parle. Je disais, c'est très bien la prochaine fois. Ah, j'ai pas voulu faire ça, Mechila, je te demande Mechila si je t'ai vexé. Et comme ça, le shalom revient. Mais si on commence à dire pourquoi tu as fait ça, il y a la guerre. Rabbi Israël, le Hadan, le frère déjà, il était un peu plus diplomate que sa sœur. Le frère de la Kala, il s'approche du Hadan, il lui dit ça va, tout va bien. Qu'est-ce qu'il va dire? Oui. Oui, ça va. Bon, après, je crois que ta sœur est un peu fatiguée. Si elle est fatiguée, elle est comme ça. Alors, elle est un peu fatiguée. Top. Je me disais, tu as vu, elle m'a dit que tu as allumé les bougies avant de partir. Mince, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, il y a des gens, il y a écrit dans la halakha qu'il faut allumer les bougies avant Shabbat. Le mari, il allume une bougie avant Shabbat, il les éteint. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les mèches étaient de mauvaise qualité. Donc pour préparer la mèche, on allumait et on éteignait. Très bien. Et après, quand on allume la deuxième fois, c'est facile à allumer. Mon mari, alors, de nos jours, il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Parce qu'il y a des décisionnaires qui disent que puisque les mèches sont de bonne qualité, il n'y a aucune différence, il n'y a pas besoin. Il y en a qui continuent quand même parce que d'après la Kabbalah, c'est aussi bien de faire une mitzvah comme ça. Mon papa, raconte le Hatan, avait l'habitude tous les ans, tous les Shabbats, tous les vendredis, il allume les nérotes et il les éteint. Très bien. J'arrive, j'ai dit, premier Shabbat, on va faire, moi aussi je vais allumer. Il allume, et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui toque à la porte. Vous savez, il y en a qui toquent, c'est stressant. On dirait qu'il y a le feu.